For more than 4 decades, the Libyan people have been ruled by a tyrant, Muammar Gaddafi. He has denied his people freedom. Il y a 30 ans, les Libyens célébraient l'aube de la grande révolution du Al-Fateh. Leur chef, Muammar al-Kadhafi, proclama que tous les Libyens méritaient de vivre sur une terre de liberté, de justice et d'abondance. Comme le disent de nombreux experts, comme le disent y compris des acteurs du dossier, les raisons pour lesquelles nous sommes entrés en guerre sont erronées, à savoir qu'il y avait un génocide en route. Ça a quand même été dit à la tribune de l'ONU. La communauté internationale a parlé d'une seule voix et notre message est sans ambiguïté. Ces violations des droits universels sont inacceptables et ne seront plus tolérées. Autre déclaration, celle du procureur général de la Cour pénale internationale depuis La Haye. La répression sanglante en Libye et les attaques contre la population civile perpétrées par les forces du colonel pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Je voudrais prévenir tout le monde en Libye. Toute personne décidée à attaquer des civils pourrait faire l'objet d'une enquête et de poursuites. Et les commandants ont une responsabilité particulière, car ils sont en charge de l'armée et ils savent ce que font leurs troupes. Ils pourraient donc être tenus pour responsables. Il y a des crimes contre l'humanité. Il y a des massacres de populations civiles. Nous avons interviewé par exemple Bernard-Henri Lévy pour cet ouvrage qui a été une sorte de ministre des Affaires étrangères bis, qui a été utilisé par Sarkozy pour contourner Juppé, qui au début ne voulait pas faire la guerre, qui dit dans le livre « D'accord, il n'y a pas eu de massacre de populations civiles ». Ben, enfin, c'est le contraire de ce qui était raconté. Malheureusement, il faudra dans les heures qui viennent des frappes ciblées sur ces colonnes de chars qui sont en train d'arriver aux portes de Benghazi et qui s'apprêtent à y faire un carnage annoncé. Il y a une scène, par exemple, qui a fait le tour du monde, jamais en images, mais il a été dit que l'aviation de Kadhafi avait bombardé la population civile. Et là, vous avez même des généraux américains qui vous disent... Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Cette scène n'a pas existé. Alors... Et quand on fait donner des avions de chasse contre des manifestants, comme Kadhafi l'a fait à Tripoli... C'est pas vrai, cette scène n'a pas existé. Alors... Nous ne pouvons nous intéresser naturellement des victimes innocentes de la folie meurtrière de M. Kadhafi et de son clan. Si le peuple ne m'aime pas, il ne mérite pas de vivre. Si le peuple ne m'aime pas, il ne mérite pas de vivre. His own people. He compared them to rats. كلاب هذول العرب كلاب اعلنوا خلينا يقولوا العرب حمير حيوانات كلاب دمهم ميه اما دم اليهود بلازمه شو الاحتقار هذا الموت افضل يضربوا لي بقنبله ذريه احسن احنا ندعوهم بكره يضربون بكل قنابل الذريه نتاعهم افضل 1000 مره من نعيش مثل هذه النوع ان الامه العربيه عباره عن حيوانات يقول لك العربي قال هذوم حمير كلاب جربوا عليهم الكروز اطفال العراق هذوم اطفال العراق هذه فيران جربوها كيف تجوع وكيف تموت من الجوع اذا نقص الحليب عن الطفل كيف يموت باي طريقه جربوا اجروا التجارب اطفال العراق هذه امه مضبوطه عندهم الحد اذا امه قبلت بهذا الوضع امه حقيره وان يبدو ان هي جدها كلب ولا حمار ولا احنا ماناش بنادمين مش اوادم بك مش فصيله ادم ابدا الادميين هم الامريكان والانجليز والفرنسيس والاسرائيليين ايه هذوم اللي اوادم اما العرب هذوم فيران حيوانات بهذا الشكل بالضبط هذا كيف يعاملوا فينا في جريده ولمس كتبت قالت العرب يجب ما يتجهوا لمجلس الامن يتجهوا لجمعيه الرفق بالحيوانات انا نأيد هذه الجريده 100% هذا كلام صحيح والله العرب ما دام حطونا عاملونا حيوانات يجب نمشي لجمعيه الرفق بالحيوان يرفقوا باطفال العراق واطفال ليبيا واطفال لبنان تصوروا لو كان الاطفال اللي ماتوا في ليبيا والله يموتوا الان في لبنان هم ماتوا من امريكا ولا ماتوا من اسرائيل لكن كل القنابل الذريه القيت فوق الكره الارضيه ليش؟ لان انسان قتل اما العربي طفل عربي هذا فار. His own people.
He compared them to rats. Colonel Muammar Kadhafi, bienvenue sur Euronews. Peut-on dire que la page a été tournée et qu'une nouvelle ère a commencé entre la Libye et l'Italie ? Oui, je le pense. Et c'est dans l'intérêt de l'Italie, de la Libye, ainsi que dans l'intérêt du bassin méditerranéen, de l'Europe, de l'Afrique, de la paix mondiale et de la coopération entre les États de tourner la page du passé douloureux pour ouvrir une nouvelle ère de coopération, d'amitié, pour pouvoir s'excuser de ce qui s'est passé et dédommager les personnes qui ont souffert de la colonisation. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des excuses, des dédommagements ont été décidés et nous les avons acceptés. C'est ce qu'il pouvait y avoir de mieux. Le temps était venu de bâtir une nouvelle civilisation. For more than 4 decades, the Libyan people have been ruled by a tyrant, Muammar Gaddafi. He has denied his people freedom and terrorized innocent people around the world. L'homme est digne de la liberté, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa race. Et les peuples opprimés ont le droit de faire leur révolution, qu'elle soit dans la terre d'islam ou ailleurs. Kadhafi lui-même est en train de réfléchir. Il se rend compte qu'il faut rendre le pouvoir au peuple. Comment rendre le pouvoir au peuple? Lui qui est tellement imprégné de la Révolution française. La Libye n'est pas vraiment une nation, mais un assemblage hétéroclite de tribus. Kadhafi est le produit depuis 40 ans d'une alliance tribale. Il va commencer par réfléchir comment il peut y avoir des comités populaires de base, les Cha'biyat, jusqu'à arriver à l'Assemblée du peuple, le Parlement. Et à partir de là, il leur dit, il le répète, prenez des initiatives, le pouvoir c'est vous. Kadhafi a d'une certaine manière parfois un petit peu cette euphorie de dire que, au fond, la Libye peut innover, y compris en matière de démocratie, et renouer en quelque sorte avec une conception antique de la démocratie, dans la démocratie directe. Il y a donc eu, à partir de 1969 et surtout après la révolution dite culturelle de 1973, cette idée de radicaliser la vie politique et d'instaurer une espèce de démocratie directe. Et en principe, ces comités populaires, donc ces formes d'exécutif, sont l'émanation de ces congrès populaires. Les congrès populaires regroupent donc tous ceux qui sont en âge de voter, 18 ans, et qui sont en âge de délibérer des questions politiques. Donc la démocratie, au sens où Kadhafi l'entend, c'est un système de gouvernement où le peuple délibère dans les congrès populaires et de ces congrès populaires sortent des organes exécutifs qui ont pour charge d'appliquer ce qui a été décidé au congrès populaire. Les masses populaires prendront le pouvoir un peu partout et érigeront le pouvoir populaire par le canal des congrès populaires de base et les comités populaires. Même en France, malheureusement, la Jamaïrie a été avortée par 2 fois en France. Premièrement, après l'écroulement de la Bastille, et l'autre lorsque en 64 ou plutôt en 68, lors de la révolution de 68, la révolution estudiantine, qui a vu naître plusieurs comités un peu partout, mais la révolution populaire a été avortée en France. Mais les peuples seront néanmoins les vainqueurs. Et c'est là où il y a un élément de complexité, c'est-à-dire que les grandes orientations
concernant les aspects économiques, les aspects sociaux, les aspects juridiques, ne viennent pas évidemment de la société elle-même. On n'est pas dans le gouvernement spontané. Il y a une impulsion, en quelque sorte, qui vient de Kadhafi et de ceux qui sont autour de lui. Cette stratégie de légitimation des pouvoirs et la stratégie de ces innovations politiques, il ne va pas les chercher dans une légitimité démocratique. Il va les chercher dans ce qu'il pense être la légitimité coranique, effort d'interprétation, ijtihad, et dans le fait qu'il va constituer autour de lui un certain nombre d'acteurs, acteurs sociaux, les comités révolutionnaires, et les rapports qu'il a avec eux peuvent être interprétés à l'image de ce qu'a été le rapport du prophète aux compagnons. Et il y a là, si vous voulez, en quelque sorte, ce qu'on peut appeler un petit peu une homologie structurale, dans la mesure où le mode d'action est conforme à ce qu'il croit être la manière avec laquelle le prophète a énoncé des vérités sur les sociétés et la manière avec laquelle il a organisé autour de lui la première communauté des musulmans pour faire vivre d'une certaine manière l'État musulman tel qu'il a pris naissance après la révélation du prophète. Je suis le prophète de la révolution et non le prophète de... Je ne sais pas comment il est arrivé à cette idée-là, le pouvoir du peuple. Donc, et là, on a commencé à voir le livre vert. Et ensuite, on est passé au comité révolutionnaire, que moi je considère que c'est la période... c'est une tache noire dans le parcours du colonel Kadhafi. Pourquoi? Parce que les comités révolutionnaires, ils ont maltraité la population. Donc ils ont cru à un moment donné qu'ils tenaient tout en main. C'est la révolution culturelle chinoise. C'est ça. Oui, si vous voulez, c'est un peu ça, mais bon, à la libyenne, si vous voulez. Et là, il y a eu beaucoup de bavures, beaucoup d'erreurs vis-à-vis des Libyens. On l'accusera d'éliminer ses opposants. Il dit lui-même, ce ne sont pas mes opposants. Ils sont des opposants de la République, de la Jamahiriya. Encore Saint-Just, encore Robespierre. Et il reviendra là-dessus à plusieurs reprises. Qui peut protester contre qui alors que c'est le peuple qui détient le pouvoir? En Libye, il n'y a pas de gouvernement. Et il n'y a pas de parti au pouvoir ni de parti d'opposition. Le pouvoir est entièrement entre les mains du peuple à travers les congrès populaires de base et les comités populaires. Il n'y a aucun sens à l'opposition dans un contexte où le peuple ne peut s'opposer à lui-même puisqu'il détient lui-même le pouvoir. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait une opposition en Libye, non. Installés dans les plus petits villages, les comités révolutionnaires seront donc, bien qu'écoutés, seulement consultés par le guide. Ainsi, pour irriguer le pays, Kadhafi décidera de lancer le projet de grande rivière artificielle pour pomper l'eau enfouie sous les sables depuis des millénaires. Ce gigantesque système d'arrosage coûtera plus de 3 milliards de dollars payés grâce aux revenus du pétrole. Il sera éphémère car il n'existe que 50 années de réserve d'eau fossile. La Libye, c'est entre 3 et 5% de terre arable. Aujourd'hui, à Kobao, à quelques mètres des greniers fortifiés de Kobao, là où les paysans entassaient leur huile, leurs céréales et tout ce dont ils avaient besoin pour toute la saison, on comprend réellement ce besoin de sortir de l'eau du centre de la terre. En Égypte, il y a le dieu Nil. Ici, il n'y a point de dieu fleuve. Donc on a besoin de cette eau. Ce projet pharaonique, certainement, décrié de grandes rivières par certains, est limité dans le temps. Kadhafi lui-même, quand il a annoncé, il a dit, mais dans 50 ans, parce que ça ne durera que 50 ans, mais ne venez pas me dire, il n'y a plus d'eau. Oui, il n'y aura plus d'eau, mais au moins, pendant ces 50 ans, on pourra peut-être agir sur le microclimat, faire pousser de la verdure et surtout donner à manger à tous ceux qui habitent là. Libya, it's a vast country, hot, dusty, and dry, 90% desert. So you may be surprised to know there's a huge river flowing beneath it, a vital source of drinking water for Libya's cities.
a man-made river that could one day even turn desert into... Faire ruisseler des rivières au milieu du désert, c'est la folle idée qu'a eue Mouammar Kadhafi pour son pays. Dans les années 50, lors des opérations de forage de puits de pétrole, 2 immenses nappes phréatiques ont été découvertes dans le désert libyen, le bassin de Nubie à l'est et le bassin de Mourzouk à l'ouest. Dès son arrivée au pouvoir, Mouammar Kadhafi promet qu'il va faire jaillir cette eau de sous terre et créer une rivière qui alimentera les grandes villes du Nord en eau douce, mais qui permettra aussi de se lancer dans l'agriculture et atteindre un rêve, l'autosuffisance alimentaire. Il s'agit concrètement d'un réseau de pipelines installé en profondeur sous le désert du Sahara. L'eau est pompée dans les nappes de Nubie et Mourzouk et acheminée jusqu'aux grandes villes du Nord à travers ces pipelines. Le projet est officiellement lancé en 1983. Il est prévu que les travaux durent jusqu'en 2010. Le projet comporte d'abord une phase de construction des fameux pipelines. Kadhafi a insisté afin que des sociétés italiennes viennent s'installer en Libye pour produire les matériaux. Deux usines sont alors inaugurées à Brega et Saphir. Le gigantesque programme de construction est soutenu par une infrastructure réalisée sur mesure qui va de la génération d'énergie aux communications en passant par un réseau de voies de roulage et d'usines utilisant les technologies les plus récentes. Le pays se lance alors dans l'agriculture, la technique utilisée est l'irrigation par pivot en plein désert, ce qui crée des paysages époustouflants, des cercles de verdure apparaissent dans ce Sahara si sec. Des oasis artificielles sont aussi créées tout le long des trajets qu'effectue l'eau vers la côte. L'alimentation en eau est suffisante pour satisfaire les besoins domestiques et municipaux, mais c'est l'agriculture qui en profite le plus. La production nationale agricole explose. Des fruits et des légumes made in Libya font leur apparition dans les marchés et en grande quantité, ce qui est inédit. Des milliers d'emplois sont alors créés dans le domaine de l'agriculture. La maintenance préventive et de routine est intégrée au projet de la grande rivière artificielle et est réalisée uniquement par des ingénieurs libyens. Le quotidien des Libyens est littéralement bouleversé par ce projet. Les habitants des grandes villes du Nord ont maintenant accès 24 heures sur 24 dans leur foyer à une eau potable. Point important, Kadhafi a insisté afin que l'eau à destination des foyers, l'eau qui coule dans le robinet des Libyens, soit gratuite pour tous. Seule l'eau utilisée dans le cadre de l'agriculture était payante mais à très bas prix. His own people. He compared them to rats. يعني هذه نعمة من نعم الله حتى بيوتكم تو فيها لا فيها المية كلها مدينة خديمة طاقة فيها من الحد إلى الحد عندنا الخزانات يدو. Gaddafi vowed to house every Libyan, many of whom were still living in tents and houses made out of oil drums. Large-scale housing construction took place right across the country, all Libyans being given a house or apartment to live in for free. On a essayé de diaboliser Kadhafi, ils ont réussi, ils le font passer pour le diable en personne maintenant, c'est chose faite, mais moi j'étais en Libye, j'y vais tous les ans depuis que je suis gamin, tous les étés. Aujourd'hui un Libyen qui ne travaille pas, il a entre 300 et 350 euros d'indemnité par mois, ce qui permet de vivre correctement, même très correctement. Une famille libyenne peut obtenir des aides sur le logement. Moi j'étais sur le point d'obtenir un prêt à taux zéro pour acheter une voiture parce que je venais d'avoir un emploi et j'allais m'installer. Pareil pour les prêts construction immobilière. Tout ça, les Libyens l'ont. L'eau est gratuite. L'électricité, on dit qu'on toujours en France c'est un des pays les moins chers, mais en Libye c'est encore moins cher qu'en France. Je payais à peu près 4 euros par mois d'électricité. L'eau est gratuite, les soins sont gratuits, l'éducation est gratuite. La scolarité est gratuite. L'État prend en charge les frais, les livres, les enseignants.
Le dernier recensement donne pour la Libye une population de 5,5 millions d'habitants. Et cette politique d'éducation a permis un taux de scolarisation très élevé. La langue anglaise est enseignée en Libye depuis des années. C'est la seconde langue. Mais on enseigne aussi le français et aussi les langues africaines de Libye et le berbère. Nous pensons que si l'élève commence dans les petites classes, ça lui permet de mieux connaître les langues étrangères. Mais la priorité doit toujours être donnée à la langue arabe comme langue maternelle. Et cet homme qui passe son temps à lire a envie que son peuple lui-même accède au savoir. Et toujours cet homme du désert va réussir à faire de la femme libyenne, par exemple, totalement analphabète en 69. Une femme alphabétisée à plus de 90%. Dans les cycles de scolarité primaire et secondaire, le pourcentage d'élèves féminines est de 51 à 57%. Les droits de la femme existent en Libye dans plusieurs domaines. Par exemple, celui de l'éducation, du droit. Les femmes ont eu la possibilité de devenir avocats, dans la médecine, dans l'ingénierie, dans tous les domaines. Alors il va dire jusqu'à, en effet, dire que le voile n'est pas coranique, de dire que la polygamie n'est pas coranique non plus. C'est une constante de la politique de Kadhafi, et cette constante est que, au fond, une société arabe reste une société musulmane dans la mesure où elle doit rester fidèle à l'esprit du Coran, mais les sociétés musulmanes doivent se transformer. Et la première des transformations, c'est de transformer le statut de la femme, c'est d'en faire une personne égale sur le plan des droits et des devoirs à l'homme. And the workers we spoke to, chosen by us, not the management, seemed genuinely proud of what women had achieved in the great socialist Jamahiriya. قيام سلطة الشعب عام 1969 قامت الثورة، تحررت المرأة، بدت المرأة هي نصف المجتمع في ليبيا، بدت ننظر ان اللي في المرأة في ليبيا أحسن بأي مرأة في الوطن العربي ككل. Is that divorce law agreed by all the men in Libya as well? لا لا في بعض الرجال مفهوم، في بعض الرجال لا، لكن الحمد لله القرار هذا بالنسبة للقرار السائر يعني. Libya is one of few countries in the Islamic world where women are not only seen but also heard. The Dark Lady herself told us that the leader is a great liberator who has freed women from the tyranny of their backward fathers. نود أن نواكب عصر الحضارة والتطور. لا نريد أن لا نبحث عن الاستعمار ولا نبحث عن الشر ولا نبحث عن السلام والاستقرار للبشرية في جميع أنحاء العالم. Moi j'ai eu la chance d'avoir une bourse par intermédiaire de l'État libyen parce que j'étais bon élève au lycée, donc j'ai obtenu cette bourse qui m'a permis de payer une école privée ici. Donc dire que le régime ne s'occupe pas de sa population. Et faire chuter les coûts de communication sur le continent. Téléphoner de et vers l'Afrique était alors le tarif le plus cher au monde, parce qu'il y avait un impôt de 500 millions de dollars que l'Europe encaissait par an sur les conversations téléphoniques, même à l'intérieur du même pays africain pour le transit des voix, sur les satellites européens comme Intelsat. Un satellite africain coûtait juste 400 millions de dollars payables une seule fois et ne plus payer les 500 millions de locations par an. Quel banquier ne financerait pas un tel projet? Mais l'équation la plus difficile à résoudre était, comment l'esclave peut-il s'affranchir de l'exploitation servile de son maître, en sollicitant ce dernier pour y parvenir? Ainsi, la Banque mondiale, le FMI, les États-Unis et l'Union européenne, ont fait miroiter inutilement ces pays pendant 14 ans. C'est en 2006 que Kadhafi met fin au supplice de la mendicité aux prétendus bienfaiteurs occidentaux, pratiquant des prêts à taux usuraires. Le guide libyen a ainsi mis sur la table 300 millions de dollars, la Banque africaine de développement a mis 50 millions, la Banque ouest-africaine de développement 27 millions, et c'est ainsi que l'Afrique a depuis le 26 décembre 2007 le tout premier satellite de communication de son histoire. Avec plus de 1500 km de côte méditerranéenne à aménager, la Libye fait aussi rêver tous les opérateurs touristiques occidentaux. En ce qui concerne les mesures touristiques, nous avons axé notre travail sur des atouts importants pour l'investissement. Ce que souhaite l'investisseur, ce sont des décrets clairs, des garanties, des franchises, la stabilité économique, des facilités pour les entrées-sorties des touristes ou des investisseurs eux-mêmes.
Tout ce que je viens d'évoquer est désormais une réalité dans les lois, les procédures et les décisions du comité populaire en Libye. Nous avons aussi encouragé les banques à financer 50% des projets touristiques, en prenant en compte évidemment les conditions de la Banque centrale. Voilà les éléments majeurs en ce qui concerne l'investissement. Quant à la sécurité en Libye, c'est un pays sûr. Depuis 36 ans, il n'y a pas eu d'acte terroriste. Depuis la fin des années 90 et notamment l'an 2000, il y a eu une sorte de curiosité qui a poussé nos compatriotes à venir découvrir ces trésors. Mais il y a eu entre-temps, le 11 septembre 2001, la guerre sur l'Irak, les troubles en Palestine. Tout cela a aussi ralenti le flux de ce que peut être le tourisme de demain dans ce pays. Une mamelle économique, mais aussi un énorme vivier de connaissances et de savoir de ce qu'a été notre passé en Méditerranée. Ce gigantesque projet n'était pourtant pas terminé. Mais ils ne verront jamais le jour car une rébellion armée va secouer le pays lors du printemps arabe. Ce qui va conduire à une intervention militaire de l'OTAN. Le pays va alors plonger dans un chaos dans lequel il est toujours. Je continue de dire que la dictature de Kadhafi était l'une des pires du siècle passé, l'une des plus atroces, l'une des plus cruelles, l'une des plus arbitraires, oui. Vous avez écrit un ouvrage intitulé « Le livre vert » qui traite de la question de la démocratie, de la société et de l'économie. Vous avez aussi été à l'origine d'importants projets. Alors, qu'avez-vous encore l'intention de faire? Quelles sont vos aspirations? En vérité, j'ai l'espoir que l'unité arabe puisse voir le jour d'une manière ou d'une autre. Ceci est d'autant plus important que les Arabes ont connu la division alors même que le monde voit la constitution d'alliance. Les Arabes sont réduits à de simples bouts de papier, tels une plume emportée par le vent. Peut-être qu'ils sont maintenant prêts à une certaine unité arabe. Je dirais même mieux, j'espère voir naître un jour une union arabo-africaine. المملكة العربية السعودية مسلمة. المملكة العربية السعودية ليست عبيدة للاستعمار مثلك وغيرك. مش مع أمريكا أبدا. إذا هارب وخايف من المواجهة. ما تخاف. بس بقول لك بعد 6 سنوات صنعتك بريطانيا وحاميتك أمريكا. L'Afrique est donc devenue son nouveau cheval de bataille. J'espère voir naître un jour une union arabo-africaine. Vous-même, vous serez présent à ce rendez-vous. C'est d'ailleurs la première fois qu'un leader africain et arabe participe à un tel événement. Alors quel message voudriez-vous transmettre aux grands dirigeants de la planète ? Premièrement, ce sommet n'est pas le premier. Il y en a eu d'autres durant lesquels nous avons essayé de marquer la présence de l'Afrique. Plusieurs déclarations et des recommandations concernant le continent africain ont été formulées lors des précédents sommets du G8. Mais il faut bien le reconnaître, il ne s'agissait malheureusement que de simples déclarations. Personnellement, je ne m'attends pas à ce que ce sommet soit différent des précédents. J'espère pourtant des changements, mais je ne le crois pas. Il ne faut pas oublier une chose, que la Libye maintenant est un grand acteur au niveau de l'Afrique. Et il ne faut pas sous-estimer. Il joue, c'est pas uniquement, mais il devient maintenant être le sage.
Il veut réconcilier tout le monde, il arrive parfois, etc. Il aide ses pays. Il faut voir lorsqu'il fait ses tournées en Afrique, des centaines de milliers qui courent derrière lui. Récemment, lui, le changement, le tournant qu'il a fait, le virage, si on peut utiliser le terme, c'est qu'il a compris qu'il n'a pas le choix. Il n'a plus le choix. S'il y avait l'Union soviétique, il manœuvrait. Il ne cédait jamais. S'il y avait une Europe, moi, il me l'a dit un jour, si les Européens sont des hommes, moi, je suis les Européens. Et avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007? Quelle indignité! C'est l'histoire d'un ancien président de la République suspecté d'avoir fait financer sa première campagne présidentielle par la Libye du dictateur Kadhafi. Quelle indignité! Suspecté, mais présumé innocent. Dans ce livre, les journalistes Fabrice Arfi et Karl Lasquet retracent les 6 ans qu'ils ont passés à enquêter pour Mediapart sur ce qui semble être le plus gros scandale d'État qu'ait connu la Ve République. Quelle indignité! Allez, on rembobine. En mars 2011, le colonel Kadhafi comprend que son ex-allié Nicolas Sarkozy va intervenir militairement en Libye au prétexte du printemps arabe. Du coup, lui et son clan se mettent à balancer à la télé libyenne. Plusieurs hauts responsables du régime ont eux aussi fini par parler. Par exemple, l'ex-chef du renseignement libyen devant la Cour pénale internationale, ou l'ancien premier ministre de Kadhafi devant la Cour d'appel de Tunis, ou encore l'un des porteurs de valises, l'homme d'affaires Ziad Takieddine, devant la justice française et aussi à Mediapart. Est-ce que M. Sarkozy sait pourquoi vous déposez cette valise? Est-ce qu'il est au courant de ce qui est à l'intérieur? Ça, franchement, je vais vous dire, bien sûr. Oh. Et puis il y a des documents. Une note des services secrets libyens donnant un accord de principe pour verser 50 millions d'euros en soutien à la campagne de Sarkozy et un carnet répertoriant les millions d'euros versés en 2007, carnet ayant appartenu à l'ex-ministre du pétrole de Kadhafi. Mais lui, il pourra plus parler. Il a été retrouvé noyé dans le Danube en 2012. Et le colonel Kadhafi en est absolument incroyable. Si les Européens sont des hommes, moi je suis les Européens. Mais malheureusement, les Européens suivent les Américains. Pour lui, l'Europe ne pèse pas d'un poids lourd en tant qu'institution, en tant qu'organisation régionale, par rapport au poids que représentent les Américains. Il y a plusieurs raisons. Il y a cette stratégie américaine de démolition des régimes arabes laïques, suspectés d'entretenir des relations plus ou moins sympathiques avec l'Union soviétique. Bon. Le pétrole, bien entendu, et là il faut signaler qu'il y a une rivalité. Il faut s'interroger pourquoi les Anglais et les Français sont enthousiastes pour cette guerre et les Allemands et les Italiens disent non. Et là, dans le livre que vous avez mentionné, j'ai analysé que les uns, ils avaient reçu des beaux contrats et les autres pas. Donc c'est la redistribution du gâteau. Mais il y a aussi un autre élément important, c'est que Kadhafi, à part le fait qu'il soutenait les Palestiniens, donc ça c'est pas bien, en fait, il servait un peu de financier alternatif pour des pays africains. La Libye était un des seuls pays non endettés auprès du FMI, qui maintenant est en train de courir avec ses vieilles recettes habituelles qui ont fait des désastres partout. Donc ils n'étaient pas endettés, ils utilisaient l'argent du pétrole, non seulement pour donner un niveau de vie appréciable et aux Libyens et aux immigrés noirs, et aussi pour financer des projets alternatifs, des projets de développement de pays africains. Donc il faut s'interroger pourquoi en Europe il y a une telle soi-disant unanimité, je pense fabriquée par les médias, que tout le monde trouve que c'est bien, et pourquoi en Afrique il y a une quasi-unanimité dans l'autre sens, en disant que ce qu'on a fait, ça viole le droit international, que c'est effectivement... Et qui, lorsque la police leur demande de sortir devant le palier de la maison, ils demandent à la famille comment ça se passe, est-ce que vous êtes libre? Celui qui les prend en otage leur dit alors répondez, est-ce que vous êtes libre, vous voulez vous en sortir, vous voulez rester avec moi ou pas? Il a une arme qui est derrière et la famille, que sont les chefs d'État africains, répondent oui, nous sommes parfaitement heureux ainsi, on va trouver les solutions, on va en discuter avec M. Macron. Ça c'est la scène de façade. Mais derrière, on sait très bien que la nation ou les nations qui voudront sortir du franc CFA, on va leur créer un certain nombre de problématiques de déstabilisation sur le terrain économique qui ne fera que fragiliser donc leur économie, on le sait tous. Et c'est pour ça que la plupart des chefs d'État africains, qui sont en majorité des peureux, il faut aussi qu'on ait le courage de dire les choses telles qu'elles sont, n'ont pas la capacité, n'ont pas la force de conviction de prendre les décisions qui incombent, comme Sékou Touré l'avait fait auparavant, pour sortir de cette plantation nommée la zone.
If Gaddafi had an intent to try to reprice his oil or whatever else the country was selling in the global markets and accept something else as a currency, or maybe launch a gold dinar currency, any move such as that would certainly not be welcomed by the power elite today who are responsible for controlling the world's central banks. رئيس الاستخبارات أسميك بالأسماء عبد الله السنوسي، أبو زيد دوردة، تهامي خالد، كانت اجتماعات مكثفة للتعاطي والتعامل مع. أكد رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني أن ما حدث في ليبيا لم يكن ربيعا ولا ثورة، بل كان قرارا للسلطات الفرنسية بالتدخل العسكري في هذا البلد وتقديم نزاع داخلي يجري فيه على أنه ثورة لتبرر أمام المجتمع الدولي تدخلها في ليبيا. Bonjour colonel Kadhafi, merci d'accueillir TF1 et LCI, car c'est un moment important, c'est un moment décisif pour la Libye et aussi pour ses voisins méditerranéens, pour les Européens. Et on est content de vous rencontrer parce que ça fait quand même 5 jours et 5 nuits qu'on attend ce rendez-vous. Est-ce que vous dormez bien? Oui, oui. Vous avez survécu à de multiples complots. Une théorie du complot sur laquelle travaille depuis longtemps le journaliste et enquêteur Pierre Péan. Détail, Damien Vaner. 21 décembre 1988, un Boeing de la Pan Am explose au-dessus de la ville écossaise de Lockerbie. 270 personnes décèdent dans cet attentat. Sur place, les enquêteurs affirment avoir retrouvé les restes d'un détonateur fabriqué par la société suisse Mebo, principal client de cette entreprise, la Libye. Le témoignage du patron de la Mebo, ici à l'image, finit de convaincre les juges lors du procès de l'attentat en 2001. Seulement voilà, un de ses employés affirme maintenant avoir lui-même fourni le détonateur aux enquêteurs à leur demande. Kadhafi, le terroriste, revient de loin pour effectuer son retour international. À Berlin, en 1986, un attentat dont les USA lui attribuent l'organisation économique et la responsabilité idéologique tue un ressortissant américain. Ronald Reagan, président des États-Unis, traitera Kadhafi de chien enragé et la Libye d'État voyou. La riposte américaine sera violente et ciblée. À l'embargo, est-ce que vous avez l'impression qu'il ne peut plus rien vous arriver? Tant que le peuple est de mon côté, rien ne peut m'arriver. Votre vie ne vous importe pas? Ce qui m'importe, c'est que mon peuple reste avec moi jusqu'à la fin. Et c'est ce qui se passe en fait. Moi, je reste avec mon peuple, contrairement à ce qui se passe dans les pays voisins, où les peuples sont contre leur gouvernement. Ici, tout le peuple libyen est derrière moi. يا أصدقائي في أوروبا، يا صديقي المسكين برلسكوني يلي مغلوب على أمرك، افتح الإذاعة الليبية. يا صديقي المسكين سيراكوزي، افتح الإذاعة الليبية، لكن ننصحك داخل مهديات قبل عين بالعين والباب يظلم، الطفل بالطفل والعائلة بالعائلة والبيت بالبيت والمقر بالمقر. إذا قررنا نحن قادرون على أن ننتقل إلى أوروبا مثل الجراد مثل النحل، ولكن ننصحكم أن تتراجعوا قبل لا تحل بكم الكارثة. أولا انظروا للشعب الليبي، هل الشعب يحكمه دكتاتور؟ هل هذا الشعب مكبوت وتسلط عليه؟ هذا الشعب تنادى من كيف زحفت الجماهير والاطفال والرجال والنساء الى الساحات وتغص بها الميادين والشوارع، ليس في طرابلس بس ولكن في كل المدن الجماهيريه. I made it clear that Gaddafi had lost the confidence of his people and the legitimacy to lead. Go to hell, Obama. We're not afraid from you. We're not afraid. We are with Muammar Gaddafi. This is the Libyan people, not you. This is the Libyan people. All the Libyan people with Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, our leader. We will not let him go, and he will not go. There's no revolution after Muammar Gaddafi revolution. There's no revolution. The only revolution that's in the Muammar Gaddafi revolution. Go
to hell, Sarkozy. And Obama, keep bombing, keep losing your money. We're not afraid. We are with Muammar Gaddafi. We are with Muammar Gaddafi. You should understand this word. We are with Muammar Gaddafi. All the Libyan people with Muammar Gaddafi. You are nothing, Obama. You are nothing. And the NATO, where is the safety that the NATO talk about? Where's the democracy of your country? Leave us, leave alone. Leave us, let us live in peace. Let us live in peace. We won't live in peace. And peace with Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi give us the safety. Give me the freedom. Give the Libyan people the freedom. Votre armée a stoppé les insurgés à Ben Jawad à l'est. Vous pensez que vous avez écrasé la rébellion maintenant? Il n'y a pas de rébellion. Ce n'est pas vrai. Ce sont des bandes d'Al-Qaïda qui provoquent les jeunes. Ils se sont infiltrés dans les prisons de Benghazi. Ils ont libéré des condamnés à mort ou des condamnés à perpétuité. Ils les ont armés et ils ont semé la terreur à Benghazi. Anti-Gaddafi rebels freed a prison in Tripoli. Today, CNN has learned that among those liberated, inmates are hundreds of men who are believed to be supporters of Al-Qaeda. They're now on the loose. The man who uncovered this story is CNN terrorism analyst Paul Cruikshank. He has been to that prison in the past, joins us live from London. Paul, give us details on just who is now free in Libya. Well, what we're hearing, Drew, is that up to 600 prisoners from this prison are believed to be pro-Al-Qaeda militants, people who were imprisoned there by Gaddafi, who've been there for several. Ceux qui vous connaissent bien disent l'OTAN, les États-Unis, la France ont fait alliance avec Al-Qaïda. Both Sarkozy and Cameron have announced that they will continue helping the rebels. Et ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'on nous dit qu'on mène un combat pour la démocratie et contre le terrorisme, et en fait, on utilise des terroristes pour, évidemment, une guerre du fric, encore une fois. Il n'y a pas de guerre humanitaire, ça n'existe pas. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour pacifier Benghazi et pour reconstituer l'unité de la Libye. Négocier avec qui? Le Conseil national, par exemple, de Benghazi, qui s'est constitué. Nous sommes face aux bandes d'Al-Qaïda. Et tout le peuple s'oppose à ces bandes. Il n'y a aucune division à l'intérieur de la Libye, enfin. Mais c'était vos anciens ministres, vous les connaissez très bien. L'ancien ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de la Justice. Non, non. Ce sont des personnes qui étaient cernées à Benghazi par les bandes d'Al-Qaïda. Et ces bandes leur ont proposé soit de les égorger, à la façon de Zarqawi d'ailleurs, soit de rester avec eux, de leur obéir, pour les utiliser afin de gagner du temps et afin d'armer leurs forces. No mercy to his own people. He compared them to rats and threatened to go door to door to inflict punishment. A month after Tripoli fell into rebels' hands, those who backed the old regime remain defiant, but fearful. Fervent support for the ousted leader dissolves once they see our camera. People here like Muammar Gaddafi. We are television, so could you tell it on camera? No. Why? It's danger. It's the same situation with others too. Gaddafi's 100% good. We don't want this revolution. We don't know the rebels. We want them to go away. We are from television, so but could you tell it on camera? No, thanks. If I appear in front of the camera, they will send a bullet to my head. Who? The criminals. You don't know them? You call them the rebels. Hey guys, do you remember Ihab, the black guy? He was arrested a few days ago after he appeared on TV. Don't do that. If we say something in favor of Gaddafi, they can kill us and arrest us. Of course, many are in fear.
The rebels, they only represent themselves, not the Libyan people. This revolution started with killings to intimidate through fear. Their hands are covered in blood. As first a few, then up to 9 African men are shoved into a gatehouse, arrested by anti-Gaddafi forces. They're terrified, sweating, praying, some are crying. They're convinced they're going to be shot. They keep whispering to us, stay here with us, stay here, please. Je voudrais quand même remarquer qu'on a eu beaucoup de rapports et de confidences indiquant que les services secrets français, britanniques et des États-Unis étaient à l'œuvre sur le terrain au moins 6 mois avant cette révolte spontanée et que des armes ont été fournies et qu'au 2e jour des manifestations, on attaque les prisons et les commissariats et on libère des fanatiques, des terroristes et des mafieux à l'arme lourde, avec des armes anti-chars. Je n'ai pas vu ça à Tunis, je n'ai pas vu ça au Caire, et donc je pense qu'il faut aller plus profondément. J'aimerais citer quelqu'un qui n'est pas un pacifiste exalté, mais qui est le général Wesley Clark, l'homme qui a dirigé les bombardements sur la Yougoslavie. Et à sa retraite, il va faire un tour au Pentagone. On est là en novembre 2001. Les États-Unis sont en train d'attaquer l'Afghanistan et il va bavarder avec un général avec qui il a travaillé. Et le général lui dit, si vous le permettez, j'ai ici une note venue d'en haut, donc du ministre de la Guerre Rumsfeld, qui décrit comment nous allons prendre 7 pays. L'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et pour finir l'Iran. On est fin 2001. Alors il faut réfléchir que ces guerres ne sont pas décidées au dernier moment parce qu'il y a quelques manifestants qui se font tuer, pas du tout dans les proportions qu'on a racontées. On a parlé de bombardements sur la population, mais tous les rapports d'Amnesty, Human Rights Watch, etc. disent que c'est un bobard. Faced with this opposition, Gaddafi began attacking his people. Ceux qui mènent des actions terroristes à l'intérieur ont donné une fausse image de la Libye, en faisant croire qu'il y avait des manifestations, qu'on avait tiré sur les manifestants, qu'il y avait des milliers de morts. Cela a provoqué de la colère, mais en réalité, il n'y a pas eu de manifestation en Libye. On nous dit Kadhafi a tiré sur les civils. On attend les preuves, on nous dit il y a 6 000 morts, puis c'est 2 000, puis c'est 200, puis etc. Je pense qu'il est impossible dans ce genre de situation. Les gens qui disent qu'ils ont un chiffre précis, c'est pour moi des charlatans. Il y a eu des échanges de tirs et un bilan de 150 à 200 morts. 150 à 200 morts des deux côtés. On dit aujourd'hui qu'il y a des milliers de morts. C'est un grand mensonge et c'est très surprenant. Two officers were killed today in Benghazi by an Al-Qaeda-like group. You tell the American people one thing, you tell your family an entirely different story. We know, not we think, not it might be, we know the attack in Libya had nothing to do with the film. It was a planned attack, not a protest. State Department experts knew the truth. You knew the truth. But that's not what the American people got. Car le monde est sous l'influence de ce mensonge, qui ne peut être démenti que par une commission d'enquête. Nous sommes donc prêts à accueillir cette commission. Il y a une scène, par exemple, qui a fait le tour du monde, jamais en images, mais il a été dit que l'aviation de Kadhafi avait bombardé la population civile. Et là, vous avez même des généraux américains qui vous disent... Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Cette scène n'a pas existé. Alors... In the face of the world's condemnation, Gaddafi chose to escalate his attacks, launching a military campaign against the Libyan people. Innocent people were targeted for killing. Hospitals and ambulances were attacked. Face aux raids aériens, les civils et les insurgés n'ont eu d'autre choix que de fuir. Si on était resté là-bas, à Ajdabia, on serait déjà morts. Tous ceux qui sont restés là-bas, ils vont mourir bientôt. Il y a toute une série de satellites qui ont indiqué que ce n'était pas prouvé. And according to Russia's military, they have not registered any of those airstrikes. According to them, the pictures show that nothing of that sort has been going on the ground. Now, if we also focus on the pictures, on the footage that we've been getting from the country, we may be able to notice that there are absolutely no signs of any destruction. Pourquoi nos journalistes ne nous retransmettent pas la bonne information? Eh bien, dans le cas de la Libye,
Les journalistes avaient une bonne excuse. Ils étaient confinés dans un hôtel abandonné, avec interdiction de sortir pour leur propre sécurité. Les reporters occidentaux ont été confinés dans un hôtel déserté par le personnel, mais on entendait des tirs nourris. Ils entendaient des bombes et des altercations militaires, mais ils ne voient pas que c'est l'OTAN qui bombarde les civils. Même que ceux en charge de leur dire ce qui se passe à l'extérieur de l'hôtel sont envoyés par l'OTAN. For them to call this and say this was government propaganda to hold us there as human shields when they didn't even leave the hotel, the correspondent didn't leave the hotel and go and see for himself, is ridiculous. We were taken there, we went in through the security, we filmed the building, we were given 15, 20 minutes to do that, 5 minutes at Gaddafi's tent, and then we were taken out. And I was literally physically pushed back on the bus when we left. That's how quickly the government officials wanted to get us out. If I sound angry, it is because I am. As I say, I expect lies from the government here. I don't expect it from other journalists, and it's frankly incredibly disappointing to me. And the NATO, where is the safety that the NATO talk about? Particularly, Nicolas Sarkozy has said that NATO will continue bombing Libya and military facilities here in Libya till the rebels take control over the whole of the country. We are dropping bombs on crowded cities at night where old people and children are sleeping. And we're watching it on CNN. To put out the blazes from what's been described as a pre-dawn airstrike by NATO warplanes here in the town of Zlita. And this has been the target of near daily strikes by NATO warplanes. NATO says that it's been trying to hit tanks, armored vehicles, anti-aircraft missile sites, command and control centers. Libyan government officials who brought us here, they say that this is a storage place for food, subsidized food that they distribute, food like rice. People here now call NATO the crazy one, which lost its sanity. It is waging a wide-scale war on the people. They are destroying everything. Qui est fou? Celui qui est venu d'Amérique bombarder cette maison ou celui qui dormait dans cette maison? Des frappes de la coalition ont touché plusieurs installations, ce qui a endommagé l'infrastructure. Le chaos actuel en Libye a conduit des employés travaillant dans les stations de pompage à quitter le pays à cause de l'insécurité et parce qu'ils n'étaient plus payés. Et pour finir, des problèmes de maintenance entraînent des coupures régulières d'eau plusieurs fois par jour. I authorized military action to stop the killing and enforce UN Security Council Resolution 1973. Cette guerre soi-disant légale et merveilleuse, je voudrais rappeler que disait exactement la résolution 1973 que vous citiez. Elle disait cessez-le-feu, embargo sur les armes, zone d'exclusion aérienne et interdiction d'intervenir au sol. Our most effective alliance, NATO, has taken command of the enforcement of the arms embargo and the no-fly zone. Entre parenthèses, on a fait exactement le contraire. On a attaqué pendant 6 mois, on a livré des armes à un camp, on a utilisé l'espace aérien pour ce camp et on a déployé des agents occidentaux sur le terrain. What we're getting is a pro-US, pro-Pentagon, one-sided picture of a situation which fills the media with the idea that there's freedom fighters involved in Libya and that there's a government regime that's been an atrocious terrorist government for the last, since 1970, roughly. Le prétexte de départ, c'était de protéger les populations civiles. We struck regime forces approaching Benghazi to save that city and the people within it. Bien sûr, les Américains interviendraient au nom des sentiments humanitaires révulsés par un tyran qui bombarde son propre peuple. Bien sûr, les forces de l'OTAN seraient officiellement mandatées par une résolution en bonne et due forme de l'ONU, pas comme en Irak, mais comme au Kosovo ou en Afghanistan. Il n'empêche, l'histoire nous a appris que les entreprises colonisatrices se font toujours au nom des bons sentiments. Le progrès, la civilisation jadis, l'humanitarisme et la protection des victimes aujourd'hui. Pour autant, la France reste très réticente pour l'instant à l'idée d'une opération militaire. Si elle envoie un porte-hélicoptère au large de la Libye, c'est pour des raisons humanitaires. La réaction d'Obama révèle aussi l'ambiance qui règne à Washington, où la révolte démocratique des pays arabes revalorise le bilan de George Bush et remet à la mode les idées des néoconservateurs. Après tout, se dit-on, Bush n'avait-il pas raison trop tôt en exportant par la force les idées démocratiques dans le monde arabe? Surtout qu'on ne manquerait pas de noter le classique 2 poids 2 mesures des grandes puissances. Les Américains n'ont pas proposé d'envoyer les troupes de l'OTAN quand les chars chinois écrasaient il y a 20 ans les manifestants de la place Tiananmen. Et que ferait-il si la révolte gagnait l'Arabie Saoudite, qu'ils protègent depuis 1945
et qui leur garantit leur ration de pétrole. Revenons à la Libye et à Kadhafi qui tire sur son peuple, s'il vous plaît. Donc il faut voir qu'en fait, on s'est fait avoir dans cette chose-là et il faut voir à qui profite le crime, quels étaient les intérêts derrière. Il y avait un plan de toute l'Union africaine. Il y avait aussi toute l'Amérique latine qui avait fait un plan de cessez-le-feu et de paix accepté par Kadhafi, qui prévoyait un cessez-le-feu, des élections, une nouvelle constitution, un contrôle international. C'était quand même la meilleure manière d'arrêter les massacres. Qui l'a refusé? L'OTAN et les insurgés. Parce qu'il n'était même pas sûr, à mon avis, vu que Kadhafi avait un soutien beaucoup plus grand que ce qu'on dit, il n'était même pas sûr de l'emporter. Les insurgés, c'est une minorité finalement. Il faut voir lorsqu'il fait ses tournées en Afrique, des centaines de milliers qui courent derrière lui. Votre vie ne vous importe pas? On ne doit jamais se réjouir de la mort d'un homme, quel que soit ce qu'il ait fait. Jamais. وهذا العالم اللي يخدعكم ويقول لكم عالم متمدن هذا عالم همجي بربري متخلف منحط هو الذي سبب الكوارث في البشريه هو الذي قاد الحرب العالميه الاولى والثانيه والصليبيه والبونيقيه ولا زال يقود حروب جديده لتدمير البشريه. من الذي قتل عشرات الملايين من البشر في الحروب الماضيه؟ هذا العالم الذي يدعي التمدن، هذا عالم متخلف وتسيطر عليه ليست الشعوب، تسيطر عليه دائما القوى الابتزازيه الاستغلاليه العنصريه الحاكده. الشعوب الاوروبيه لا تريد ان تقاتل في فلسطين ولا في ليبيا ولا الشعب الفرنسي يريد ان يقاتل الجزائر او تونس، ولكن الدوائر التي تتحكم باستمرار في هذه الشعوب وفق النظريه الحكوميه نظريه العسف والاستغلال. هذه الدوائر حاقده جدا وتقود حرب حاقده ضدكم ولن يتوانوا في تدميركم اذا وجدوا فيكم ضعفا، اذا وجدوا فيكم ثغره، لا يراعوا فيكم إلا ولا ذمكم. امشوا استسلموا، مستمرين في التحكم فينا ومستمرين في محاولة السيطرة على مقدراتنا وتسخيرها لصالحهم. هم استسلمت كثر خيرك، قاومت، هذا هو الشيء اللي يمنع فقط المقاومة. يريدون لبلادنا العربية أن تبقى سوق استهلاكي يستهلك ويستوعب ما ينتجونه من نفايات، ويريدوا لنا ألا نكون قوة صناعية حتى لا نصنع الغاز والنفط والزيت والفوسفات لكي ياخذوه هم لمصانعهم ويصنعوه ويبيعوه لنا. هم يبغونا احنا سوق استهلاكي ومنطقة مناورات، ولما تكون حروب دولية يبغوا هم يضعوا يدهم على هذه المنطقة لكي يسيطروا على مضيق جبل طارق وعلى خليج سرت وعلى باب المندب وعلى قناة السويس وعلى مضيق هرمز. يحاربوا فينا في نهر الأردن وفي نهر اليرموك وفي نهر العاص وفي نهر الليطاني. الآن هذه الأنهار اللي علمكم تحتلها القوات الإسرائيلية كل حتى لا يستطيع العرب أن يستفيدوا من هذه الأنهار. ثم يأتي الدور على دجلة والفرات سيتم احتلالها. هذه أمة في خطر. نعم نفرح ونحتفل ونغني ونرقص، ولكن مقاومة. بلا مقاومة لا مستقبل لنا. يجب يجدوا فيكم غلظة ويجدوا فيكم قوة، وهذا لا يتأتى بأن احنا نغني باستقلال ليبيا واستقلال تونس واستقلال الجزائر وغيرها. هذا يتأتى بالوحدة فورا، بحشد البشر كتف على كتف، والإمكانيات والمياه والحبوب ومية المطر والمياه الجوفية والبحر والشمس وكل الإمكانيات يجب أن نرصها ونحشدها ليل نهار قبل أن يأتي الاستعمار مرة أخرى. الآن يصنعون صواريخ مداها 4000 ميل لكي تصل تونس وتصل الجزائر. الإسرائيليين لا يقاتلون ضد فلسطين فقط، يقاتلون ضد الأمة العربية. هذا قتال وجود وليس قتال حدود، وهم ينتظرون اليوم الذي يحل فيه المشكل الفلسطيني لكي يتفرغوا للهجوم على بقية الشعوب العربية. الخندق الفلسطيني يقاوم نيابة عنكم، يجب دعمه وحشد كل الامكانيات وراء الخندق الفلسطيني، لان الخندق الفلسطيني هو الخط الامامي للدفاع عن الامه العربيه. اذا سقط هذا الخط ستتقدم القوات الاسرائيليه الى البلاد العربيه ومحيط الخليج. يريدون اقامه امبراطوريه اسرائيليه